Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 19 mai. Le président de la République a reçu le président du groupe de la Banque africaine de développement ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Le président de la République a également reçu l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique et l'ambassadeur du Vatican qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. Élection ce lundi de Azzouz Nasri comme nouveau président du Conseil de la Nation et ce dans le cadre du renouvellement par moitié de la composante de la Chambre haute du Parlement. Le gouvernement algérien exprime son étonnement suite au développement intervenu récemment dans la communication française au sujet de la problématique des visas, notamment pour les passeports diplomatiques, et dénonce une violation des dispositions de l'accord algéro-français de 2013. Et début ce lundi les travaux des assemblées annuelles 2025 de la Banque islamique de développement à Alger, un événement économique d'envergure placé sous le haut patronage du président de la République. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akin Wumi Adesina, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem, du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzerd, et du représentant de l'Algérie auprès de la Banque africaine de développement, Ibrahim Bouzebboudjen. Je vous propose d'écouter le président du groupe de la Banque africaine de développement. Je viens d'avoir une excellente, agréable rencontre, une audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un honneur pour moi d'être invité par son Excellence, Monsieur le Président, pour avoir cette audience. Et je lui avais exprimé ma gratitude et aussi, je l'avais aussi félicité pour son élection l'année passée. Au mois de septembre l'année passée, pour les formations, pour les gouvernements aussi qui ont été mis en place. Je suis vraiment très impressionné de ce qui a été fait ici. J'ai vu que son Excellence, Monsieur le Président, a une vision palpable, une vision pour la modernisation de ce pays, une vision qui relaie aussi pour la diversification de l'économie algérienne, une vision qui aussi est concentrée sur le bien-être des populations algériennes. Je suis vraiment très impressionné par cette vision dans laquelle il m'avait expliqué qu'ils veulent construire des logements de plus de 2 millions de logements pour complémenter 1,7 million de logements qui ont été déjà faits pour les populations algériennes. Et je suis vraiment aussi très ému par ce que son Excellence, Monsieur le Président, m'avait expliqué de son passion pour les jeunes algériens. Vraiment, je suis tellement impressionné parce qu'il m'avait dit que ce sont les jeunes qui sont l'avenir de ce pays et il fait beaucoup d'investissements dans les jeunes. Donc, c'était l'occasion aussi pour moi de dire à son Excellence, Monsieur le Président, que la Banque africaine de développement, qui est votre banque, et sera à côté de son Excellence, Monsieur le Président, et tous les gouvernements algériens pour mettre en place cette vision, soit au niveau de l'infrastructure, soit au niveau de l'économie digitale, soit au niveau de l'agriculture, soit au niveau de l'économie bleue, ou bien aussi de la création de l'emploi pour les jeunes. Le président du groupe de la Banque africaine de développement a déclaré qu'il avait discuté avec le président de la République des grands projets initiés en Algérie dans divers secteurs, affirmant que la Banque africaine de développement était prête à apporter le soutien financier nécessaire à la réalisation de ces projets. Donc, on avait partagé concernant 2 projets très importants. Il y a un projet ferroviaire qui est un projet qui va coûter 2,6 milliards de dollars, qui est un projet qui va lier Langoad jusqu'à El Maner, je pense. Donc, c'est une zone très importante. Et il y a aussi la route qui va lier l'Algérie aussi vers Mauritanie. On a parlé de ça. On a aussi parlé de l'importance de phosphate
Il y a beaucoup de gisements de phosphate qui ont été découverts ici, pour laquelle il faut l'investissement. J'avais assuré son Excellence, Monsieur le Président, que la Banque africaine de développement est prête de s'engager. Ce serait aussi à côté de pays pour ce projet. Il y a aussi des autres opportunités dans lesquelles nous avons discuté. Mais enfin, ce qui m'avait vraiment touché, c'est la façon dont laquelle son Excellence, Monsieur le Président, avait partagé son corps avec moi concernant son pays, concernant son vision, concernant les zones rurales. Il va construire les maisons, il a construit beaucoup de maisons dans les zones rurales, il va transformer les zones rurales, donc ça se transforme, au lieu d'être de zones de misère économique, pour que ça devienne zone de la prospérité économique. Donc, je l'avais dit que bon, je suis là en tant que président de la banque, qui est votre banque. Merci pour votre soutien. Et vous savez que l'Algérie avait donné 10 millions de dollars pour le Fonds africain de développement, qui est le fonds concessionnaire de la Banque africaine de développement. C'est l'occasion pour moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président. Et c'était aussi parce que ma dernière fois en tant que président de la banque, parce que mon mandat termine à la fin au mois de septembre, j'avais expliqué pour son Excellence, Monsieur le Président, qu'il peut être très fier de la Banque africaine de développement, parce que la Banque africaine de développement, aujourd'hui, c'est une banque globale. Quand j'ai commencé avec la Banque africaine de développement, avec le soutien aussi d'Algérie, nous avons eu le capital de la banque, c'était 93 milliards de dollars. Aujourd'hui, la capitale de la banque est 318 milliards de dollars. Et je lui avais aussi expliqué que la Banque africaine de développement a été aussi donné la notation le rang de le meilleur banque multilatérale de développement au monde. C'est une banque africaine. Aujourd'hui, on est devenu une banque globale. Donc, c'était l'occasion de remercier le peuple, son Excellence, Monsieur le Président, le gouvernement algérien et le peuple algérien pour le soutien que vous m'avez accordé pendant ma dernière, disons, à la tête de la Banque africaine de développement. Je suis très fier d'être ici. J'ai expliqué pour son Excellence, Monsieur le Président, que je suis là en tant que président de la banque, en tant que son frère, jeune frère, et aussi en tant que son ami. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique, Abdelkader Taleb Omar, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Et dans une déclaration à l'issue de son audience avec le président de la République, l'ambassadeur sahraoui a salué le soutien dont il a bénéficié durant sa mission en Algérie. Il a également remercié l'Algérie, son peuple et son gouvernement pour leur solidarité et leur soutien à la question sahraoui. تشرفت اليوم بالاستقبال الكريم من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. J'ai eu aujourd'hui l'honneur d'être chaleureusement accueilli par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. L'occasion pour moi de lui exprimer mes remerciements, ma reconnaissance et ma gratitude pour le soutien et l'appui que j'ai reçu tout au long de ma mission en tant qu'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Alors que j'achève ma mission, je tiens à saluer et à souligner le vaste soutien et la grande solidarité dont le peuple sahraoui a bénéficié de la part du peuple algérien frère ainsi que de la part de l'État algérien durant toutes les décennies où le peuple sahraoui a trouvé refuge en Algérie, terre du 1,5 million de martyrs, qui a toujours soutenu et défendu sa juste cause, en particulier au moment où nous célébrons le 52e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée. L'Algérie est restée constante, fidèle à ses principes, aux liens de fraternité et d'amitié. Malgré les complots et les pressions, elle est restée aux côtés de cette cause juste. 52 années durant lesquelles le peuple sahraoui a résisté et a démontré que les solutions proposées par le régime marocain sont vouées à l'échec, irréalistes et injustes. Il a ainsi fait échouer les tentatives du Maroc de légitimer son occupation du Sahara occidental et de sortir cette question de son cadre juridique en tant que dossier de décolonisation. 52 années également où le peuple sahraoui a démontré la force de sa volonté et de sa détermination à poursuivre le combat.
Ces années ont enraciné dans la mémoire des générations successives l'amour de l'Algérie, la fraternité et l'alliance entre le peuple algérien et sahraoui, ce qui renforcera encore davantage les liens d'amitié et de solidarité. Ces liens se traduiront, si Dieu le veut, par la victoire sur les envahisseurs, les forces occupantes et coloniales. Gloire et éternité aux martyrs du 1er novembre et ceux du 20 mai. Autre audience, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu l'ambassadeur du Vatican, Kyrian Mathieu Vallalunkal, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur du Vatican. Je remercie sincèrement Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour le temps précieux qu'il m'a accordé et pour ses paroles aimables qu'il m'a adressées à la fin de ma mission de 4 ans dans ce beau pays. Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude à toute l'autorité, au peuple algérien et à l'Église catholique ici présente pour leur aide et leur collaboration qui m'ont permis d'accomplir au mieux la mission que le pape François m'avait confiée. Je voudrais particulièrement exprimer mes sincères remerciements au président pour le message de condoléances qu'il a adressé au Vatican à l'occasion des funérailles de regretté pape François et pour les belles paroles qu'il m'a partagé à l'égard du nouveau pape Léon XIV, qui a déjà eu l'occasion de visiter Annaba en 2013. Je suis sûr que la bonne relation qui existe entre le Saint-Siège et l'Algérie vont se poursuivre et que chacun continuera d'œuvrer pour le bien commun et dans les divers domaines de la vie humaine et sociale, en particulier en favorisant le développement de chaque personne. Je salue en particulier la belle initiative que l'Algérie a portée auprès des Nations Unies il y a 8 ans, à savoir la journée de vivre ensemble en paix, en tant que frères et sœurs en Dieu Tout-Puissant, et j'encourage sa mise en œuvre avec détermination. Je quitterai ce beau pays avec de nombreux souvenirs d'expériences enrichissantes et surtout le visage de nombreuses personnes que j'ai rencontrées au cours de mes différentes visites à travers le pays. Chacun a su témoigner de la chaleureuse hospitalité qu'offre l'Algérie. Je vous remercie et que Dieu le Tout-Puissant vous garde toujours dans la paix. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi également l'écrivain et romancier de renommée mondiale, Mohamed Bouleshoul, connu sous le pseudonyme de Yasmina Khadra. Ce dernier a offert au président un exemplaire de l'un de ses romans. Nous l'annoncions en titre élection ce lundi de Azzouz Nasri comme nouveau président du Conseil de la Nation, lors d'une séance plénière consacrée à l'installation des nouveaux membres et l'élection du président du Conseil, et ce, dans le cadre du renouvellement par moitié de la composante du Conseil de la Nation au titre de l'année 2025. Nasri, candidat du groupe parlementaire du tiers présidentiel, a été plébiscité par l'ensemble des groupes parlementaires. Je me tiens devant vous aujourd'hui, portant la lourde responsabilité de la présidence de l'honorable Conseil de la Nation. Il s'agit là d'une responsabilité fondée sur le devoir. Il est impératif que nous l'assumions, que nous nous y engagions avec rigueur, que nous respections ses devoirs et les règles de son éthique. Je vous adresse, chers collègues, mes plus sincères remerciements et ma profonde reconnaissance pour votre précieuse confiance.
والالتزام بروحها أتوجه بخالص. J'adresse toute ma considération et ma profonde gratitude au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Pour l'intérêt constant qu'il accorde au renforcement du rôle du pouvoir législatif au sein du système de gouvernance et pour sa valorisation permanente de ses rôles essentiels dans la consécration de l'état de droit et l'ancrage des pratiques démocratiques véritables. في تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسات الديمقراطية الحقة. Et le nouveau président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, a occupé plusieurs fonctions judiciaires, notamment premier président de la Cour suprême, ainsi que procureur général auprès des cours de justice de Skikda et Constantine. Il a été également membre du Conseil constitutionnel, député à l'Assemblée populaire nationale, puis membre du tiers présidentiel du Conseil de la Nation. Retour sur son parcours avec Yasmine Souli dans ce papier. Regardez. Azzouz Nasri, figure discrète mais influente de l'appareil judiciaire, est aujourd'hui à la tête du Conseil de la Nation. Diplômé de l'École nationale d'administration en 1970, il a occupé plusieurs fonctions judiciaires, notamment celle de premier président de la Cour suprême entre 1995 et 2001, procureur général auprès des cours de justice de Skikda et Constantine de 1974 à 1985 et directeur au ministère de la Justice de 1985 à 1988. Il a été également membre du Conseil constitutionnel entre 1989 et 1995, député à l'Assemblée populaire nationale de 2002 à 2007, puis membre du Conseil de la Nation, où il a été nommé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune en tant que membre du tiers présidentiel en 2022. Avec plus de 5 décennies au service des institutions judiciaires et constitutionnelles, Azzouz Nasri accède aujourd'hui à l'une des plus hautes fonctions parlementaires du pays. Une nomination qui s'inscrit dans une volonté de continuité, mais aussi d'efficacité au sein de l'instance législative. C'est donc une nouvelle page institutionnelle qui s'ouvre. Le président sortant, Salah Goudjil, fait ses adieux aux membres de la Chambre haute du Parlement, marquant ainsi la fin de son mandat qu'il a assumé depuis le 9 avril 2019. 6 ans durant lesquels le président sortant du Conseil de la Nation a veillé à répondre aux aspirations du peuple algérien et à concrétiser la démocratie à travers les prérogatives conférées par la Constitution. C'est le compte-rendu de Badia Amani. Président du Conseil de la Nation depuis le 9 avril 2019, Salah Goudjil quitte son poste pour être remplacé par Azzouz Nasri. Tout au long de son parcours parlementaire, d'abord en tant que député, sénateur et président du Conseil de la Nation, Goudjil a œuvré à servir les intérêts de l'Algérie, à répondre aux aspirations de son peuple et à concrétiser la démocratie à travers les prérogatives conférées par la Constitution au Parlement. Ce doyen des sénateurs est né à Batna le 14 janvier 1931. Membre du Front de Libération Nationale FLN et commandant de l'ALN, Salah Goudjil a occupé plusieurs fonctions, entre autres celle de chef de Daïra en 1965, ministre des Transports et de la Pêche de 1979 à 1986. En 2007, il est élu député de la wilaya de Sétif. En 2013, il est nommé sénateur puis reconduit en janvier 2019. En avril de la même année, il devient président par intérim du Conseil de la Nation. Il sera élu en 2021, réélu en 2022. Il aura occupé la fonction de président de la Chambre haute du Parlement pendant 6 ans. Goudjil s'est dit fier que son mandat à la tête de la Chambre haute du Parlement ait accompagné un renouveau national. Dans son message d'adieu, le Moudjahid Salah Goudjil a appelé à la continuité du combat pour une Algérie forte, souveraine et fidèle à ses martyrs. المجد والخلود وجميع الأبرار أن تهلاو في الجزائر. Et nous le disions en titre, les travaux des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement ont débuté ce lundi au CIC en présence de 2000 participants, responsables et experts issus des 57 pays membres de la BID. Placé sous le haut patronage du président de la République, cet événement économique d'envergure marque une étape importante dans les efforts de l'Algérie pour renforcer son rôle dans l'industrie de la finance islamique, tout en exploitant les innovations et en encourageant le développement durable. Yamina Saïchi. C'est un rendez-vous stratégique pour l'économie islamique.
Alger accueille cette semaine les réunions annuelles 2025 du groupe de la Banque islamique de développement. Un événement majeur qui réunit plus de 2000 participants issus de 57 pays. Objectif, renforcer le rôle de la finance islamique dans le développement durable. La réunion annuelle de la Banque islamique de développement qui se tient en Algérie cette année est une occasion pour notre pays de prospecter donc les voies de développer davantage les relations économiques, commerciales et financières avec les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Il y a beaucoup d'opportunités d'échanges, beaucoup d'opportunités d'investissement bilatérale et interpays musulmans, et cette réunion-là est une occasion pour essayer de renforcer davantage donc ces liens économiques entre les pays musulmans. Tout ça contribue donc à favoriser donc un développement économique durable, équitable, juste et soutenu. Pendant 4 jours, ministres, experts, partenaires financiers plancheront sur les leviers à activer pour bâtir un modèle économique résilient, solidaire et durable. Nous avons une participation donc, à travers nos membres donc, de représentants du secteur bancaire, assurance et autres établissements. Et vu les thématiques d'actualité qui nous intéressent, nous allons donc, nous aurons aussi l'occasion donc de débattre et de proposer quelques suggestions à travers l'enrichissement des débats. Il y a le commerce entre ces pays-là, qui est favorisé par les financements de la Banque islamique, mais également le financement des infrastructures, parce que la plupart de nos pays, qui sont des pays en voie de développement, manquent d'infrastructures. Nous avons des lacunes en termes d'infrastructures urbaines, d'infrastructures d'eau, d'assainissement, d'électrification, de routes, de communication, et également des infrastructures sanitaires, d'hôpitaux, etc. Donc tout ça fait partie des secteurs financés par la Banque islamique de développement. Donc moi j'ai commencé à fréquenter les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Alger en 2001. Donc aujourd'hui, après 24 ans, on peut faire le bilan. Et on voit que le bilan est vraiment colossal. Et la rencontre attire également les grands acteurs du secteur bancaire international. Plusieurs banques étrangères sont présentes pour évaluer les opportunités de partenariat et de cofinancement. Nous sommes très investis, très impliqués avec cette institution et toutes les institutions en découlant. C'est avec plaisir qu'on voit des partenaires, qu'on voit des amis, qu'on peut voir également des institutionnels, des banques. Et nous avons à cœur de développer justement tout ce qui est finance durable. Nos sociétés aujourd'hui sont à une phase charnière où elles doivent enclencher la dynamique de développement et d'émergence dans laquelle notre région et nos pays particulièrement aspirent, en y mettant tous les ingrédients nécessaires, aussi bien financiers, matériels que humains, qui permettront à nos pays d'accéder à ces objectifs. Pour nous, c'est un événement très fort parce que d'une part, ça nous permet de rencontrer les dirigeants de la BID en une fois, ensemble, et puis aussi de côtoyer des partenaires ou des collègues ou des homologues et de pouvoir partager nos expériences et nos centres d'intérêt. Alors, de façon particulière, nous avons des besoins de financement importants. L'Afrique est un continent en croissance, c'est valable pour l'Algérie, c'est valable pour tous les autres pays africains, c'est un continent en forte croissance, donc il y a besoin de capitaux. L'Algérie, qui accueille ces réunions pour la 3e fois, affirme ainsi son ambition de devenir un acteur central de la finance islamique régionale. Cette 50e édition du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement marque un cap symbolique pour une institution fondée il y a tout juste un demi-siècle. Et au-delà des chiffres et des discours, c'est une vision partagée qui se dessine ici, celle d'un développement durable, inclusif et résolument tourné vers l'avenir. Et en Algérie, il faut dire que la finance islamique prend son essor, portée par une volonté politique claire et un cadre réglementaire structuré. Elle attire une clientèle en quête de sens et d'inclusion. Les banques publiques comme la BNA ou le CPA multiplient les guichets et les produits adaptés. Objectif, mobiliser l'épargne, financer l'économie et faire de ce modèle un pilier du développement. Yannis Belkacem.
Face à une économie en quête de diversification et de nouvelles sources de financement, l'Algérie a amorcé ces dernières années une intégration progressive de la finance islamique dans son système bancaire. Le cadre réglementaire existe, ouvrant la voie à une meilleure structuration du secteur. Plusieurs banques publiques ont depuis lancé des guichets qui y sont dédiés, à l'instar de la Banque nationale d'Algérie et du Crédit populaire algérien. Plus qu'un simple outil, la finance islamique devient aujourd'hui un véritable levier d'inclusion et de développement. Cette activité a été réglementée par la diffusion du règlement Banque d'Algérie 02-2020 le 15 mars 2020. Ce cadre réglementaire qui régisse l'exercice de cette activité au niveau des banques. Nous avons des produits destinés aux particuliers pour les financements immobiliers, les financements Mourabaha Auto, Ijara, Aqariya, Muntahiya Bitamlik, et celles destinées aux entrepreneurs comme Mourabaha Investissement, Mourabaha Exploitation, As-Salam. Nous avons aussi un produit destiné aux entrepreneurs. Je vois d'ici la fin de l'exercice 2026 l'ouverture de 6 agences nouvelles dédiées à la finance islamique. Elles jouent un rôle très important dans l'économie algérienne. On peut dire qu'elle est la clé et la réponse concrète pour le développement de l'économie algérienne. L'objectif principal reste donc d'attirer les capitaux dormants et de permettre le financement d'un plus grand nombre de projets productifs et d'en garantir une meilleure inclusion financière. Un produit spécifique qui nous a attirés? C'est le hijab. C'est le leasing hijab, ça veut dire c'est islamique, c'est un financement islamique. Donc personnellement, je suis parti directement. Avec une volonté politique affichée et un environnement réglementaire favorable, la finance islamique est bien partie pour devenir un pilier supplémentaire du développement économique en Algérie. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi le directeur régional du Global Green Growth Institute pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Mahamadou Tounkara. La rencontre a permis d'explorer les perspectives de coopération entre l'Algérie et l'Institut dans le cadre du parachèvement des procédures d'adhésion de notre pays à cette organisation intergouvernementale, notamment dans les domaines de l'environnement, du développement durable et de la transition énergétique. Dans l'actualité également, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères dans lequel le gouvernement algérien exprime son étonnement suite au développement intervenu récemment dans la communication française au sujet de la problématique des visas d'une manière générale et de celle de l'exemption des passeports diplomatiques de service de cette procédure d'une manière particulière. En effet, le gouvernement algérien n'a pas manqué de constater que la communication française à ce sujet semble relever désormais d'une pratique curieuse et douteuse consistant à organiser grossièrement des fuites à des médias sélectionnés par les services du ministère français de l'Intérieur et de la Direction générale de la police française. C'est désormais par ce canal inhabituel que sont annoncées les décisions françaises dans un irrespect total pour les usages diplomatiques consacrés et dans une violation tout aussi totale des dispositions de l'accord algéro-français de 2013 organisant l'exemption de visa au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Et de ce fait, jusqu'à ce jour, et en contravention flagrante, notamment avec les dispositions de l'article 8 de cet accord, l'Algérie n'a été rendue destinataire d'aucune notification officielle française par le seul et unique canal qui vaille dans les relations entre États, en l'occurrence le canal diplomatique. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, qui a fait l'objet de 4 convocations du ministère des Affaires étrangères à ce sujet, a systématiquement affirmé ne disposer d'aucune instruction du ministère français des Affaires étrangères. De la même manière, et à ce jour, il n'a pas été en mesure de répondre aux demandes algériennes formelles de clarification sur ce même sujet. Le gouvernement algérien tient à rappeler de manière solennelle que c'est la partie française qui porte la responsabilité pleine et entière des premières violations de l'accord de 2013 portant exemption de visa au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Dès leur survenance, ces violations ont fait l'objet d'un communiqué officiel des autorités algériennes, les déplorant et mettant la partie française face à ses responsabilités en la matière.
Dans le prolongement de ce rappel, le gouvernement algérien rejette l'allégation française selon laquelle c'est l'Algérie qui aurait été la première à manquer à ses obligations au titre de l'accord de 2013. Au-delà de ces mises au point indispensables, le gouvernement algérien saisit cette occasion pour rappeler qu'en matière d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, l'Algérie n'a jamais été demandeur lors de l'introduction de visa en 1986 pour les ressortissants des deux pays. C'est la France qui a pris l'initiative d'une proposition portant exemption de cette exigence au profit des détenteurs de passeports diplomatiques. L'Algérie y avait alors opposé une fin de non-recevoir franche et sans équivoque. Bien plus tard, dans le cours des années 90 et par 3 fois, la partie française a renouvelé cette même proposition qui a essuyé une même fin de non-recevoir systématique. Ce n'est qu'en 2007, lorsque la partie française est revenue encore une fois à la charge sur ce même sujet, que la partie algérienne a fini par consentir à la conclusion d'un accord bilatéral portant exemption de visa au profit des détenteurs de passeports diplomatiques. C'est toujours à l'initiative de la partie française, indique le communiqué, qu'un nouvel accord conclu en 2013 a élargi l'exemption aux détenteurs de passeports de service et a abrogé l'accord de 2007 à portée limitative. Au total, il apparaît dans la pratique que le gouvernement français tend vers le gel ou la suspension de l'accord 2013 en évitant soigneusement d'en assumer les responsabilités et les conséquences, et ce au mépris des dispositions pertinentes du dit accord. Aujourd'hui, comme hier, l'Algérie n'a aucun intérêt particulier ni aucun attachement significatif à l'égard de cet accord. Elle prend, indique le communiqué, dûment acte de ce qui s'apparente à une suspension de fait de l'accord de 2013 sans le respect par la France des procédures requises. Elle en tire toutes les conséquences et y répondra par une application stricte de la réciprocité à la juste mesure du manquement de la partie française à ses obligations et engagement, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. 69 ans sont passés jour pour jour depuis le 19 mai 1956. Ce jour-là, les étudiants algériens, à l'appel de l'UGMA, Union des étudiants musulmans algériens, ont annoncé la grève illimitée des cours et des examens pour rejoindre les maquis de l'ALN. La révolution ne pouvait pas ignorer les étudiants qui ont répondu à l'appel de la liberté et de l'indépendance en troquant leurs plumes contre les armes, nous dit Yasmine Messoudi dans cette évocation. 1956 marque une date clé dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Ce jour-là, des étudiants algériens, à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, décident de suspendre leurs études pour s'engager pleinement dans la lutte contre la colonisation française. Ce mouvement n'était pas anodin. Les étudiants représentaient une minorité, mais une minorité stratégique, celle des futurs cadres de la nation. En participant aux manifestations et en rejoignant les rangs du Front de libération nationale, ils ont exprimé clairement le refus du système colonial et leur adhésion au mouvement de libération nationale. Leur engagement a rapidement eu des effets concrets. Certains ont intégré les maquis, d'autres ont mis leurs compétences au service de la révolution, en médecine, en communication ou encore en diplomatie. Leur présence a renforcé la légitimité du FLN, contredisant la propagande coloniale qui cherchait à réduire le mouvement de libération nationale à un groupe de hors-la-loi. Les historiens considèrent cette grève comme un tournant décisif dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Le mot d'ordre lancé par l'UGMA, « Les diplômes ne feront pas de nous de meilleurs cadavres », résumait l'état d'esprit de cette génération. Le 19 mai est depuis commémoré comme un symbole de l'engagement de la jeunesse instruite dans le combat pour l'indépendance, qui n'a pas été gagné uniquement par les armes, mais aussi par l'intelligence, la conscience et le courage d'une jeunesse qui a choisi de placer le pays au-dessus de tout. Dans l'actualité internationale, l'agression génocidaire sioniste se poursuit à Gaza. Au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs ce lundi dans un nouveau bombardement de l'armée sioniste visant une école servant de refuge à des dizaines de Palestiniens dans le quartier Nusayrat, au centre de l'enclave palestinienne. Outre les martyrs, l'attaque a fait également de nombreux blessés, majoritairement des enfants. L'école, rappelons-le, est l'un des rares lieux sûrs existant encore dans la bande de Gaza. Les bombardements de l'armée d'occupation ont fait aujourd'hui, selon les autorités palestiniennes, au moins 52 martyrs. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi pour atteindre les 53 486 martyrs.
Sport pour terminer avec cette réunion des chefs de mission des premiers Jeux scolaires africains prévus cet été en Algérie qui a débuté ce lundi avec la participation des représentants des 54 comités nationaux olympiques d'Afrique, CNO. Durant les 2 jours des travaux, les chefs de mission des 54 CNO présenteront les enjeux, les attentes et les perspectives de cet événement majeur ainsi que l'impact stratégique de ces Jeux sur la structuration du mouvement sportif africain et la promotion des valeurs olympiques à travers le continent. Ce séminaire des chefs de mission est une étape clé puisqu'il permet de coordonner les efforts et de mutualiser les expertises et de garantir la qualité, la sécurité et la réussite et de l'organisation de cet événement. Voilà donc qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Au revoir.